Bon, merci beaucoup d'être là aujourd'hui à cette Info Day d'ICTP 3. On avait beaucoup d'inscrits. Et en fait, je pense que les gens ils ont une confusion entre le présentiel et le distanciel. On va de toute façon enregistrer cette présentation et la partager avec la communauté. C'est important. En fait, je vais vous mettre l'agenda si j'arrive à passer les diapos. Sinon, je me mets plutôt là. En fait, on va présenter le PCN Santé aujourd'hui pour vous donner une idée de ce qu'on fait en France pour aider la communauté de recherche à comprendre les appels du cluster santé et des partenariats. Et puis, Virginie présentera le groupe Miroir IDCTP 3. Et ensuite, nous avons le plaisir d'accueillir Lydia Boudaren et Natalia Capetanaki d'IDCP3 de Bruxelles, qui vont nous parler du programme d'IDCTP, en fait, les appels qui sont ouverts et les conditions de participation. Puis on aura un petit temps d'échange entre nous. Il y aura un témoignage d'un coordinateur de projet IDCTP, en fait, des projets qui se sont succédés et qui sont constitués un levier pour ces chercheurs. Et puis, nous avons organisé un déjeuner autour des tables thématiques qui sera à Wal de la Poule, juste à côté. Et en fait, ce qu'on vous propose, c'est de discuter. Bon, on n'est pas très nombreux, mais je pense que c'est intéressant de discuter par rapport aux thématiques des appels. Ça peut donner des idées, en fait. Ça peut donner des contacts pour postuler ensemble à des appels IDCTP. Puis nous, on avait réservé cette salle si jamais vous voulez revenir et discuter avec ces personnes, continuer la discussion. Vous pouvez revenir après les déjeuners que nous avons organisés. Je vais vous présenter les points de contact nationaux santé. Qui sommes-nous? Et en fait, aujourd'hui, nous sommes 3 membres, moi-même, Catherine Tostin-Desmar et Roxane Brachet. Et puis aujourd'hui, la coordination du PCN Santé est assurée par Virginie Sivan, qui est aussi représentant au comité de programme aujourd'hui. Mais cela va changer dans les prochaines semaines, je dirais. Il y aura une nouvelle coordination et une nouvelle représentation. C'est sûrement moi qui prendrai la coordination du PCN. Et puis la représentation, c'est quelqu'un qui vient d'un organisme national. Si vous faites le QR code qui est là, ça va vous mener directement au site horizoneurope.gouv.fr, la rubrique santé. Vous allez trouver des informations sur IDCTP, mais pas que, sur beaucoup de programmes qui sont dans le cluster santé, avec des informations sur des aspects transversaux des programmes de travail, etc. Vous pouvez nous écrire pour nous contacter à l'adresse générique pcnsanté@recherche.gouv.fr. Nous avons un site, une page LinkedIn où nous mettons toutes les informations presque en live. En fait, vous avez les informations à jour sur les actualités du cluster santé. Et nous avons aussi une liste de discussion. En fait, le lien, il est sur la présentation. Qu'est-ce qu'on fait au PCN Santé France? Nous informons, sensibilisons, conseillons les équipes sur les opportunités de financement des projets Horizon Europe en santé et quelles sont les modalités de fonctionnement du programme. Nous rencontrons les porteurs des projets, ça peut être par mail ou par téléphone ou en visio, en fait, pour des aspects spécifiques sur leurs idées, s'ils collent correctement aux appels, pour leur donner des conseils spécifiques. Comme je vous ai dit, vous pouvez trouver toute l'information du cluster santé sur cette page web. Et nous aussi, nous organisons de formation pour la communauté scientifique et le personnel support sur les dashboards, par exemple, européens, pour faire des statistiques, comment construire son réseau, sur des aspects transversaux comme la partie éthique et les études cliniques. Dans notre page web, vous pouvez aussi trouver des webinaires enregistrés sur ces aspects. Et nous organisons aussi des formations, ou plutôt des sessions d'information sur l'évaluation des projets. En fait, on essaye de trouver des points communs avec les
les projets qui ont été financés et pas financés. Et nous orientons la communauté vers d'autres programmes de travail. En fait, si leur idée ne colle pas avec les sources de financement du cluster santé, on les oriente vers autres sources de financement qu'on connaît. Par contre, ce que nous ne faisons pas, c'est on ne fait pas de montage de projet et on ne fait pas de relecture de propositions. Je sais que ça, c'est une demande, mais nous n'avons pas le temps de faire tout ça. Retenir toutes les informations que je viens de vous donner, ils sont sur le site horizoneurope.gouv.fr. Vous allez trouver des informations sur les clusters santé, mais pas que, en fait, sur tout le programme Horizon Europe en général, tous les clusters et les différents piliers. On vous conseille à chaque fois de se mobiliser le plus tôt possible si vous voulez postuler un appel d'Horizon Europe. Mobilisez vos cellules Europe le plus tôt possible. En fait, dites-leur que vous voulez postuler et vous pourrez aussi nous contacter sur cette adresse ou sur l'adresse générique PCN Santé que je viens de vous dire. Nous sommes partis d'une communauté des points de contact nationaux au niveau européen qui s'appelle la chaîne N3. Vous pouvez aussi aller voir leur site web qui est marqué sur cette diapositive et vous allez trouver beaucoup d'outils qui vont vous aider au montage de votre projet et qui va vous donner beaucoup d'idées sur comment faire. Et vous pouvez aussi consulter les points de contact nationaux dans vos pays respectifs, qui se trouvent sur cette adresse de la Commission européenne, du portail de la Commission européenne. Vous mettez votre pays et vous allez trouver les contacts dans votre pays. Et je laisse la parole à Virginie. Ouais. Ouais. Ok, c'est ça. Merci beaucoup, Vania. Donc moi, je voulais faire un petit point en fait pour vous expliquer comment on s'organise au niveau français pour la représentation française dans EDCTP. Alors, ça c'est juste pour vous expliquer en fait la gouvernance de DCTP, mais je pense que nos invités de DCTP vous le présenteront plus en détail, mais c'est juste pour vous dire en fait que dans le partenariat EDCTP, la France et l'ensemble des pays européens et africains sont représentés, donc vraiment tous les pays européens et les pays d'Afrique saharienne sont représentés au sein de l'association EDCTP. Et en fait, c'est cette association EDCTP qui participe au programme, au partenariat Global Health EDCTP 3. Et dans cette association, nous sommes représentés, nous avons différents représentants dans l'Assemblée générale de l'association. Donc vous voyez sur la gauche, donc Éric D'Ortenzio de la NRSMIE, Yazdan Pana. Moi, je représente le ministère, et puis on a un conseiller technique qui est Marion Fanjac, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui est également de la NRSMIE. Et au sein de cette association, donc, il y a un board qui va représenter l'ensemble de l'association au sein du partenariat. Et dans ce board, la représentation française, c'est Éric D'Ortenzio. Tout ça pour vous dire en fait que donc on a une représentation française dans ce partenariat, et ce qu'on a mis en place au niveau national pour transmettre toute l'information, pour vraiment interagir avec les représentants de tous les établissements français qui travaillent sur les thématiques de DCTP, on a mis en place un groupe miroir national. Donc vous voyez toutes les institutions à gauche qui sont représentées dans ce groupe miroir. Alors c'est pas exhaustif parce que récemment il y a d'autres institutions qui se sont manifestées pour y participer, et encore une fois c'est un groupe qui est ouvert, donc on essaye d'avoir une représentativité la plus large possible des acteurs
français qui travaillent dans le domaine de la recherche et de l'innovation, à la fois publique et privée, dans les thématiques de DCTP. Et les missions de ce groupe miroir, c'est un groupe qui se réunit, je dirais, tous les 3 mois à peu près. Il y a plusieurs missions. D'abord, c'est vraiment de partager l'information relative au programme. Donc, il y a toute l'information sur les appels à projets qui est partagée évidemment par le point de contact national et qui est partagée de manière très large. Mais on fait également ce partage via ce groupe miroir. L'idée aussi, c'est de voir comment mettre en place des consortiums en réponse aux appels à projets un peu en avance de phase. Donc, on essaye de travailler avec ce groupe miroir sur ces aspects-là. Et puis, on travaille aussi sur les bonnes pratiques pour... vous savez que dans le partenariat EDCTP, donc il y a un budget qui est attribué par la Commission européenne, mais qui vient abonder un budget qui est proposé par les États. Et donc, la France participe en in-kind principalement à ce budget. Et donc, tous les ans, il faut faire remonter des contributions françaises en in-kind au partenariat DCTP. Donc, c'est dans le cadre de ce groupe miroir que l'on fait ce travail-là. Et puis, de manière plus globale, on essaye d'organiser d'animer vraiment la communauté via ce groupe miroir. Donc, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ce groupe miroir, il est ouvert aux représentants des différentes institutions. Donc, si vous êtes intéressé pour y participer, vous avez les contacts qui sont en dessous. Voilà. Et je pense qu'on va passer la parole. Alors, je vais reprendre. Je ferme là. Alors, ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a, je ne sais pas si vous avez vu, mais hier, il y a eu une présentation de DCTP et des appels à projets EDCTP qui a été faite en anglais. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de l'avoir en français et qu'elle soit diffusée à la fois au niveau national et qu'elle puisse être transmise également à tous nos collègues des pays africains francophones, voilà, pour qu'il y ait une diffusion la plus large possible de ces appels à projets. Je vous laisse la parole. Alors, bonjour. On est très content d'être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Natalia, je suis une des 2 conseillères juridiques de l'entreprise commune EDCTP3 sur la santé mondiale. Et je suis ici aujourd'hui avec ma collègue Libia, qui a le titre d'un agent scientifique senior dans la même entreprise commune. Tout d'abord, je vais commencer par remercier le ministère pour l'invitation et particulièrement Virginie et Vania pour cette opportunité qu'on a aujourd'hui de vous présenter nos appels à proposition 2024. Alors, je vais commencer d'abord avec une introduction à cette nouvelle entreprise commune, EDCTP3 sur la santé mondiale. Alors, certainement, vous êtes déjà au courant du succès de EDCTP et EDCTP2. Alors, cette entreprise commune, c'est un nouveau programme qui se base sur le succès de ces 2 programmes et qui a été créé dans le cadre de la stratégie globale de l'Union européenne avec l'Afrique et les objectifs de développement durable des Nations Unies. Alors, la nouveauté de ce programme, c'est que tout d'abord, comme vous voyez sur le titre du programme, il s'agit d'une entreprise commune. En anglais, c'est Joint Undertaking. Ça veut dire qu'il est créé de 2 membres, et ces 2 membres, c'est d'un côté l'Union européenne, qui est représentée par la Commission européenne, et de l'autre côté, c'est l'association EDCTP,
qui est le partenariat Europe-Pays en développement pour les essais cliniques. Alors, les objectifs généraux de cette entreprise commune, de cette GIU, sont repris dans notre règlement fondateur et ils sont deux. Alors, d'abord, c'est de contribuer à réduire la charge socio-économique des maladies infectieuses en Afrique subsaharienne en favorisant le développement et l'adoption des technologies de santé. Et deuxièmement, c'est d'augmenter la sécurité sanitaire en Afrique et en général dans le monde, en renforçant les capacités de préparation et de réponse aux maladies infectieuses fondées sur la recherche et l'innovation. Alors, du point de vue maladie ciblée par notre entreprise commune, en matière de recherche et d'innovation, vous voyez ici sur le diapositive les maladies qu'on vise. Alors, elles sont spécifiées dans le programme stratégique de recherche et d'innovation de notre entreprise commune. Et ils sont le VIH, la tuberculose, paludisme, les maladies infectieuses négligées, les maladies diarrhéiques, les infections de voies respiratoires inférieures, les infections émergentes, réémergentes affectant l'Afrique subsaharienne. Et aussi, on peut dire que cela inclut la résistance aux antibiotiques, le changement dans l'incidence de maladies infectieuses provoquées par le changement climatique, ainsi que les co-infections et comorbidités. Alors, sur le diapositive, que j'imagine que vous allez avoir aussi après la fin de la présentation, on détaille aussi la liste, on donne la liste des maladies infectieuses négligées. Voilà, alors notre règlement, sur la base de notre règlement fondateur, il y a aussi la disposition que notre entreprise commune peut collaborer avec ce qu'on appelle des partenaires contributeurs. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'il s'agit de parties tiers comme des organismes philanthropiques, l'industrie, par exemple l'industrie pharmaceutique, et d'autres pays tiers qui n'ont pas de lien avec nos membres fondateurs, ça veut dire qu'ils ne sont pas liés, par exemple, à l'association IDCTP. Par exemple, quand on parle d'un pays tiers, on ne réfère pas au pays de l'association IDCTP, qui peuvent aussi participer à nos projets. Comment ils peuvent participer à nos projets? Tout d'abord, ils doivent partager le même intérêt scientifique avec IDCTP3 sur la santé mondiale. Ça, c'est la première condition. Après, évidemment, en tant que contrepartie à leur contribution, ils auront la possibilité d'influencer le contenu des sujets à inclure dans nos programmes de travail. En même temps, leurs contributions vont nous donner aussi la possibilité d'utiliser plus de fonds de l'Union européenne. Ces contributions peuvent être de deux types. Les contributions peuvent être financières. Alors, ça veut dire qu'ils peuvent directement contribuer de manière financière à l'entreprise commune par rapport à un sujet spécifique dans nos appels de proposition. Il y a un autre type de contribution, vous avez déjà mentionné, c'est la contribution en nature, in kind, comme on dit, aux activités opérationnelles. Dans ce cas-là, les partenaires contributeurs peuvent directement donner leur financement aux participants de certains projets, et ça c'est considéré comme, ou soit participer, soit donner aux participants de projet, soit participer eux-mêmes, les partenaires contributeurs au projet, et ça sera considéré comme une in-kind contribution, comme une contribution en nature aux activités opérationnelles. Évidemment, les coûts qui sont liés à ce type d'activité, ils ne sont pas remboursables parce qu'ils ne sont pas considérés comme
des coûts éligibles pour le financement qui vient de la part de l'Union européenne. Comment quelqu'un, une organisation qui est intéressée, par exemple, peut nous commencer cette discussion pour devenir partenaire contributeur? D'abord, ils peuvent contacter notre secrétariat pour demander plus d'informations sur la procédure. Les semaines qui viennent, on va publier un guide spécifique pour expliquer cette procédure de devenir partenaire contributeur. Et finalement, une fois que les discussions avec notre secrétariat sont terminées, il faut officiellement soumettre une lettre d'approbation à notre comité directeur, à notre governing board. Et dans ces lettres d'approbation, il faut lister, il faut expliquer quel sera l'objet de cette collaboration, quelles seront les activités que cette collaboration couvre, et aussi détailler les différents types de contributions que le partenaire contributeur aimerait bien contribuer. Alors, pour cette raison, si vous représentez un organisme qui peut être intéressé à nos activités, vous partagez les mêmes intérêts communs que l'entreprise commune, je vous invite alors de contacter notre secrétariat dans les liens que vous voyez sur le diapositive, dans l'adresse email que vous voyez sur le diapositive. Alors, vous avez déjà, j'ai vu, Virginie, vous avez déjà montré une diapositive pareille avec la structure. Juste quelques mots sur la structure de notre EDCTP3. Alors, on a, comme Virginie a déjà expliqué, 2 membres. Ici, on a l'Union européenne qui est représentée par la Commission. Vous voyez aussi les pays européens et d'Afrique subsaharienne qui sont représentés par l'association. Et le comité directeur, alors notre governing board, c'est ce qu'on appelle l'organe de décision pour nous. Vous voyez aussi qu'on a des organes consultatifs. Ça, c'est le comité scientifique qui a 18 membres et le groupe de parties prenantes qui a 33 membres. Et leur rôle, d'abord pour le comité scientifique, c'est de donner des avis sur les priorités et aussi sur les priorités scientifiques et aussi sur le champ d'appel à proposition qu'on prépare. Et aussi, le groupe de parties prenantes est consulté après la demande de notre governing board, de notre comité directeur dans de différents sujets scientifiques. Et en ce qui concerne l'exécution, l'implémentation, la mise en œuvre de tout le programme, vous voyez qu'on a notre directeur exécutif et aussi le secrétariat de l'entreprise commune. On fait partie du secrétariat de l'entreprise commune et notre directeur exécutif est recruté du comité directeur et aussi, évidemment, il rend compte au comité directeur. Et finalement, on a aussi cette possibilité d'avoir des partenaires contributeurs qui participent ad hoc dans des appels de propositions spécifiques. Voilà. Alors, passons maintenant aux exigences relatives aux propositions et projets. Ça, c'est des informations très pratiques pour vous dans le cas où vous aimeriez bien participer en tant que bénéficiaire à un de nos projets. Je vais parler tout d'abord de l'éligibilité à la participation en financement. Alors, quels sont les critères que vous devez remplir afin de participer à un projet et aussi afin de demander de financement? Après, quelle est la composition obligatoire de votre consortium? Combien des entités doivent avoir, etc. Et la gestion scientifique des projets, c'est une notion, c'est une obligation aussi pour nos projets. Et finalement, une particularité, si vous voulez, de notre programme, ce qu'on appelle la clause d'accès abordable, et ça concerne des actions indirectes spécifiques. Je vais revenir sur ça dans un instant. Alors, commençons avec l'éligibilité. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de restrictions géographiques en ce qui concerne la participation. Ça veut dire que
n'importe quelle entité partout dans le monde peut participer à notre projet. Et on a ajouté là le terme en principe parce que, OK, de temps en temps, il y a des restrictions qui sont liées, par exemple, maintenant, on a des qui sont liées aux décisions politiques. Par exemple, pour le moment, on a des mesures restrictives qui concernent les entités basées en Russie et en Biélorussie. Mais en général, il n'y a aucun problème pour toute entité partout dans le monde de participer à nos projets. En ce qui concerne maintenant l'éligibilité en financement, alors là, nos financements concernent tout d'abord des entités qui sont établies dans des États membres de l'Union européenne ou des pays associés au programme de Horizon Europe, d'un côté, et de l'autre côté, évidemment, des entités établies dans des États subsahariens membres constitutifs de l'association des EDCTP. Je vous invite alors, comme ça vous avez la liste complète, tant pour le premier type d'entité que pour le deuxième, de consulter les conditions générales de nos appels à proposition. Et là, vous allez trouver une liste détaillée de tous les pays qui sont là où les entités juridiques sont éligibles au financement. Alors, le deuxième élément très important, c'est combien de membres doivent avoir votre consortium pour que ça soit éligible. Alors, pour que ça soit admis et être évalué. Et vous voyez, il y a 3 conditions, et il s'agit de conditions cumulatives. Et ce sont les suivantes. Alors, il faut 3 entités juridiques indépendantes, établies dans des pays différents, où les entités juridiques sont éligibles au financement. Ça veut dire soit dans un État membre ou pays associé, soit dans un État d'Afrique subsaharienne qui est membre, évidemment, de l'association EDCTP. En même temps, parmi ces 3, vous devez avoir obligatoirement une entité juridique indépendante établie dans un État membre, un pays associé, et aussi une entité juridique indépendante établie dans un État subsaharien membre constitutif de l'association. Concrètement, ce n'est pas possible d'avoir simplement 3 entités de l'Afrique ou 3 entités de l'Union européenne. Ça, ce n'est pas possible. Il faut toujours au moins un de deux côtés. Et la troisième, ça peut être soit de l'Europe ou des pays associés, soit des États, un État subsaharien. Et aussi des 3 pays différents. J'insiste sur ça parce qu'on ne peut pas avoir, par exemple, 2 entités du même pays, place une d'une autre. Alors, tout ça, ça doit être vu de manière cumulative. Et important aussi de dire que ces 3 conditions cumulatives s'appliquent tant pour les actions en matière de recherche et innovation, on les appelle RIA, probablement vous êtes plus familier avec cet acronyme, Research and Innovation Actions, que pour les actions de coordination et support, le CSA, le Coordination and Support Actions. Il y a aussi une obligation qui est prévue dans les conditions générales de nos appels à proposition, qu'on appelle gestion scientifique des projets. Alors, dans le cas où le coordinateur du projet n'est pas basé en Afrique du Sud, et dans l'objectif d'assurer la gestion scientifique africaine du projet, la proposition du projet doit désigner ce qu'on appelle un chef de projet scientifique, Scientific Project Leader, ça c'est la terminologie qu'on utilise dans les conditions générales, basé dans un pays d'Afrique subsaharienne, membre de l'association EDCTP. Ça veut dire que chaque projet, à l'exception du projet où le coordinateur est en Afrique du Sud, doit avoir ces 2 rôles. Un coordinateur qui gère tout ce qui est administratif, financier, et un chef de projet scientifique, Scientific Project Leader,
qui va gérer tous les aspects, vous voyez, toutes les questions de pertinence scientifique, qui travaille évidemment avec le coordinateur et aussi qui vérifie que toutes les tâches scientifiques de projet sont correctement mises en œuvre. Pour cette raison, il y a on attend de voir dans les propositions aussi un module de travail, un work package, qui concerne spécifiquement sur ces gestions de projets du point de vue scientifique. Évidemment, l'entité qui gère ces work packages, ce sera le chef de projet scientifique qui est basé dans un pays d'Afrique subsaharienne. Et le quatrième point que j'aimerais bien mentionner, en ce qui concerne, c'est une particularité de nos projets, c'est aussi cette clause d'accès abordable. Alors, c'est sur la base de l'article 114 de notre règlement fondateur de notre entreprise commune qui est prévu que le produit et les services développés totalement ou partiellement basés sur des résultats d'études cliniques réalisées dans le cadre d'une de nos actions directes doivent être abordables, disponibles et accessibles au public à des conditions équitables et raisonnables. Alors, comment ça se traduit cette clause dans nos projets? Cette clause se traduit sur la base de deux éléments. Alors, le premier élément dans notre programme de travail, c'est que les projets, ils ont des obligations d'exploitation des résultats supplémentaires. Alors, en plus de ce que vous allez trouver normalement dans les autres projets Horizon Europe. Alors, je peux donner un exemple de ça. On a une clause qu'on appelle clause de meilleur effort, best efforts, clause de best efforts, que le projet doit, dans un certain délai, c'est 4 ans après la fin du projet, remplir cette clause. Ça veut dire rendre le produit, le résultat des études cliniques, tous les produits qui se basent sur ces résultats, abordables, disponibles et accessibles. Pour cette raison, on vous donne accès à ce qu'on appelle plateforme de résultats de Horizon Europe. Et là, les projets peuvent entrer et chercher des parties qui peuvent être intéressées à coopérer avec eux pour rendre les résultats, pour exploiter ces résultats créés par le projet. Si les projets ne sont pas capables de remplir cette obligation, après, aussi, il y a une clause pour demander au projet de donner ce qu'on appelle licence non exclusive sur ces produits et services qui sont basés sur les résultats de nos projets. Alors ça, c'est les obligations d'exploitation. C'est quelque chose qui est un peu différent par rapport au le cadre général de Horizon Europe, mais il faut garder ça en tête. Et aussi, ça se traduit aussi, cette clause, dans certains livrables obligatoires que les projets doivent mettre dans la description de travail. Et ça, c'est tout d'abord ce qu'on appelle un plan de plan de gestion ou plan de intendance, stewardship plan. Vous allez le voir dans notre condition générale. Un plan de tendance, là où les projets doivent décrire comment parvenir à l'utilisation optimale d'une intervention, par exemple, comment éviter l'utilisation irrationnelle ou la surutilisation ou l'abus de technologies de santé, etc. Ça, c'est le premier délivrable. Et notre délivrable qu'on demande, c'est un plan sur l'accès global, l'accès mondial. Et ça, il faut que le projet décrive les objectifs d'enregistrement et aussi nous expliquer un peu leur approche flexible en ce qui concerne la propriété intellectuelle sur le produit et les services développés via le projet. Alors, c'est comme ça qu'on considère qu'on sert bien cette clause qu'on trouve dans notre règlement fondateur.
Alors, je vais passer maintenant la parole à ma collègue Lydia pour parler spécifiquement sur nos appels à proposition 2024. Merci Natalia, et bonjour à tous. Donc nous sommes ravis aujourd'hui de vous présenter les différents appels à propositions que nous aurons cette année. Donc nous avons 7 appels à projets qui sont déjà ouverts, donc vous pouvez les trouver sur notre site internet, mais aussi sur le Funding and Tenders Portal. Donc on a ces 7 projets avec un budget total d'un peu plus de 140 millions d'euros, divisé en 7 différents projets. Donc le premier va se focaliser sur les médicaments contre le VIH, le deuxième sur les vaccins contre le paludisme, le troisième sur les médicaments contre les maladies tropicales négligées, le quatrième sur les résistances aux antibiotiques, le cinquième sur le contrôle des vecteurs, le sixième sur les solutions innovantes en santé digitale, et le dernier sur les formations avec phase de retour en partenariat avec les industries. Donc, concernant le premier appel à projet, donc l'idée c'est vraiment le développement de nouveaux médicaments innovants contre le VIH pour vraiment essayer de réduire le fardeau du VIH en Afrique subsaharienne. Donc c'est une action de 22 millions d'euros. Chaque projet est attendu aura un budget d'environ 6 millions d'euros. Et les résultats principaux attendus dans le cadre de cet appel à proposition, c'est vraiment le développement de nouveaux médicaments contre le VIH qui vont vraiment démontrer un avantage significatif en comparaison avec les traitements qui sont couramment actuellement disponibles. En termes de sécurité, d'efficacité, on attend aussi une augmentation de la qualité de vie et de l'adhérence des traitements et une réduction de la morbidité et de la mortalité. L'appel au projet aussi a pour but de générer des données d'efficacité et de sécurité et des données sur l'utilité clinique qui seront partagées aux différents professionnels de santé en Afrique subsaharienne. Et on aimerait aussi voir l'application de ces différentes données générées, notamment pour le développement de politiques de santé et la mise à jour des lignes directrices des différents traitements. Donc pour les propositions, le cadre qui a été mis en place va inclure vraiment les essais cliniques de stade avancé, et c'est quelque chose qui est assez général dans EDCTP 3. On met vraiment le focus sur les essais cliniques de stade avancé. Et donc l'idée, c'est vraiment de générer de nouveaux traitements contre le VIH. Donc ça peut inclure des nouvelles méthodes d'administration des différents traitements, mais également des investigations cliniques qui vont permettre éventuellement la validation de biomarqueurs et l'optimisation de la personnalisation des traitements pour avoir une meilleure prédiction de la progression de la maladie de chaque patient. Donc le second appel à projet va se focaliser sur les vaccins contre le paludisme. Donc là, c'est un appel à projet avec un budget de 30 millions d'euros au total. Et là, pour chaque projet, on a une enveloppe un peu plus grande qui sera de 15 millions d'euros. Les résultats attendus pour cet appel à projet, c'est vraiment l'accélération de l'enregistrement de nouveaux vaccins contre le paludisme, mais aussi la génération de données sur les vaccins qui sont déjà enregistrés et qui ont été recommandés par l'OMS. Donc là, on aimerait voir aussi une génération de données d'efficacité et de sécurité à long terme. L'idée, c'est vraiment d'avoir désolé, je vais utiliser un anglicisme, mais le pipeline de recherche et développement pour ces vaccins qui soit nourri. Donc là, on est prêt à accepter aussi des appels à projets avec des essais cliniques en phase 2A et 2B qui vont vraiment cibler tout le cycle de vie de falciparum, de Plasmodium falciparum. Et enfin, nous aimerions voir la génération de recommandations par rapport à la capacité de production de ces vaccins et aux chaînes d'approvisionnement, car nous savons que c'est un point assez important en ce moment en Afrique subsaharienne. Donc nous aimerions voir des générations de recommandations issues des différentes études qui seront menées au sein de cet appel à projet. Concernant le cadre des appels à propositions, donc, comme je viens de mentionner, l'idée c'est vraiment de générer ces données avancées sur l'efficacité, la sécurité et l'efficience des nouveaux vaccins et des vaccins qui sont déjà recommandés.
Et pour ça, les propositions devront répondre à 2 conditions. La première, c'est d'avoir des essais cliniques de phase 2A ou 2B afin d'assurer donc cette continuité de recherche et de développement pour les vaccins, de mener des études d'efficacité à long terme, et enfin de collecter, d'analyser, de disséminer des données de pharmacovigilance qui sont très importantes pour les vaccins enregistrés et ou les vaccins en stade tardif d'essais cliniques. Donc, on voudrait voir 2 de ces 3 conditions remplies au sein de votre proposition. Le troisième appel à projet, c'est un appel à projet sur les médicaments contre les maladies tropicales négligées. Donc, c'est un appel à projet de 22 millions d'euros. Et là encore, les résultats attendus, c'est vraiment l'enregistrement de nouveaux traitements contre les maladies négligées. Et l'identification des goulots d'étranglement qui bloquent la progression au long du pipeline des différents médicaments qui sont couramment en train d'être développés. Nous attendons également la génération de recommandations, encore une fois, pour l'intégration de la recherche et l'innovation dans les chaînes d'approvisionnement pour les différents traitements des maladies tropicales négligées. Et enfin, nous aimerions voir l'identification des besoins en recherche en santé dans les différentes régions ou pays en Afrique subsaharienne pour la prise en charge des patients qui est malheureusement et souvent assez problématique. Encore une fois, ici, le cadre de vos propositions devront répondre au moins à un des critères listés ici. Donc, on attend des essais cliniques sur les traitements de certaines maladies négligées. Donc, vous verrez sur l'appel à projet, il y a une liste bien déterminée des maladies cibles. Dans le cas où les traitements existent, nous aimerions aussi voir de potentielles études sur des thérapies combinées qui puissent cibler plusieurs maladies en même temps. Pour les maladies qui n'ont pas de traitement efficace, là encore, il est possible de proposer des essais cliniques de phase précoce ou des études qui vont permettre l'extension de l'indication de certains médicaments qui sont déjà existants. Et enfin, nous aimerions aussi voir de la recherche opérationnelle sur les interventions pharmaceutiques qui vont pouvoir cibler plusieurs maladies négligées et, si possible, vraiment intégrer ces nouveaux médicaments dans les contrôles, dans les mesures de contrôle au sein des systèmes de santé, et simplement pour être en ligne avec les dernières recommandations de l'OMS de l'intégration des différentes mesures contre les maladies négligées. Le quatrième appel à projet va se focaliser sur les résistances aux antibiotiques. Donc là, c'est un appel à projet avec un budget total de 24 millions d'euros. Et les résultats attendus vont être vraiment l'amélioration de l'utilisation des antibiotiques et l'amélioration de l'accès équitable aux antibiotiques, et ou l'avancée des essais cliniques de phase tardive pour le développement de nouveaux antibiotiques. Donc, les propositions devront répondre à un des deux critères. Et en plus, un des 2 critères suivants seront aussi attendus. Donc, soit la génération de données pour la mise en œuvre et le développement de schémas de gestion d'utilisation des antibiotiques. Le but est de travailler chez l'homme, mais une approche, une santé est encouragée. Ou alors le développement et la mise en œuvre de mesures de prévention et de contrôle pour permettre la réduction du besoin d'utilisation des antibiotiques. Donc, concernant le cadre des appels à proposition, là, on va vraiment viser des essais cliniques de phase 3 ou plus tardifs pour des médicaments préexistants ou des nouveaux médicaments. On encourage fortement les propositions multisectorielles, notamment en santé humaine et vétérinaire, donc une approche une santé. Et on recommande aussi éventuellement d'avoir des collaborations avec les domaines de l'agriculture, de la finance et de l'environnement. Là encore, nous encourageons fortement la collaboration avec l'industrie pharmaceutique pour le développement et ou la production des différents produits. Et nous avons aussi décidé d'ajouter les septicémies dans le cadre de cet appel à proposition. Donc c'est quelque chose que vous pouvez aussi éventuellement envisager. Le 5e appel à projet va se focaliser sur le contrôle des vecteurs.
Donc là, si on peut avoir la prochaine, merci. C'est un appel à projet de 18,4 millions d'euros. Et là, vraiment, le résultat attendu est vraiment le développement et l'évaluation d'outils qui vont permettre le contrôle des vecteurs pour une liste de maladies cibles que je vais vous épargner, mais vous pouvez la retrouver sur le texte de l'appel à projet. Et en ce qui concerne le cadre, nous avons proposé des approches qui peuvent être considérées dans cette liste. Elle n'est pas exhaustive, mais ça permet déjà de couvrir un certain nombre de mécanismes de contrôle des vecteurs qui peuvent être assez efficaces. Le sixième et avant-dernier appel à proposition va concerner l'innovation en santé digitale. Nous avons déjà financé quelques composantes en santé digitale dans les propositions précédentes, mais c'est pour la première fois qu'on a un appel à projet se focalisant exclusivement sur les solutions innovantes en santé digitale. Donc là, l'idée, c'est vraiment de développer, d'améliorer et ou de mettre à l'échelle des solutions digitales innovantes afin d'accélérer le développement des mesures préventives, de diagnostic et de traitement. Et à long terme, nous aimerions voir ces solutions vraiment aider à renforcer les systèmes de santé en Afrique subsaharienne. Donc, en ce qui concerne le cadre, nous insistons vraiment sur des propositions qui démontrent un besoin avéré de ces solutions. Et on aimerait voir aussi une implication assez précoce des utilisateurs finaux de ces solutions digitales. Donc, ça peut être les patients, ça peut être les différents services de santé ou les ressources humaines en santé. Les solutions devront être intégrables et interopérables dans le contexte dans lequel elles sont développées. Nous aimerions vraiment éviter d'augmenter la fragmentation qui existe déjà en termes de solutions en santé digitale. Et nous aimerions aussi que ces solutions soient accessibles, open source, et qui respectent les standards de protection des données. Et nous aimerions que ces solutions soient des biens communs. Oui. Et donc la dernière appel à projet, c'est des bourses de formation avec phase de retour. Donc là, c'est un appel à proposition avec un budget de 3,5 millions d'euros pour l'instant, mais nous attendons des contributions de la part de partenaires de l'industrie pharmaceutique qui vont aussi potentiellement apporter des contributions au cours de la deuxième phase de cet appel à projet. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des formations au niveau master dans les disciplines liées au programme. Et la formation sera dispensée dans les établissements universitaires et va être ensuite complétée par des modules de formation dispensés par l'industrie pharmaceutique. Donc, en ce qui concerne le cadre de cet appel à projet, donc nous attendons une formation de haute qualité liée à la recherche et au développement sur les maladies de EDCTP3. Et donc nous attendons évidemment une procédure ouverte, équitable et transparente dans la sélection des étudiants. Et donc le programme aura une première phase qui sera entre 12 et 24 mois avec une inscription dans une organisation universitaire. Et la deuxième phase, ou phase de retour, sera d'au moins 12 mois dans le pays d'origine des candidats sélectionnés. Et on attend un système de tutorat assez important, notamment pour la phase de retour. Et donc, ça sera un critère de sélection important dans les propositions. Donc, c'était un survol rapide des 7 propositions. On va maintenant vous expliquer la méthode d'évaluation et le calendrier. Donc, toutes ces appels à propositions sont en 2 phases. Donc, la première phase consistera en un résumé du projet d'une dizaine de pages maximum. Donc, ce sera des propositions assez courtes et elles seront évaluées quant à leur excellence et à l'impact de chaque proposition. Nous aurons ensuite un ranking. Un classement, merci. Un classement des propositions et nous sélectionnerons en fait
les propositions à hauteur de 3 fois le budget de chaque appel à projet. Et les propositions sélectionnées seront donc ensuite invitées à soumettre une proposition plus complète, où là, elles seront évaluées par rapport à leur impact, leur excellence, mais aussi la méthode de mise en œuvre. Et le calendrier, donc les dates butoirs, ce qui est très important. Donc nous avons déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, publié toutes les appels à propositions sur notre site internet depuis le 18 janvier. Donc la première phase se terminera le 4 avril. Donc nous attendons vos propositions d'ici le 4 avril pour toutes les appels à propositions. Donc ça sera vraiment juste le résumé de 10 pages. Nous procéderons ensuite à l'évaluation de ces propositions courtes en avril et en mai, avec une validation des résultats de l'évaluation en juin. Et nous vous communiquerons les résultats au mois de juillet. Et nous attendrons la proposition complète mi-septembre. Donc désolé, vous aurez peut-être un été un peu occupé. Et donc, suite à ça, nous ferons les évaluations des propositions plus complètes en octobre et en novembre. Et vous devriez avoir les résultats début décembre. Donc, les mises en œuvre seront faites en 2025. Quelques informations importantes avant de conclure. Donc, je vous ai mentionné tout à l'heure le Funding and Tenders Portal. Là, vous avez vraiment toutes les informations dont Nathalie a parlé pour toutes les conditions, mais aussi tous les détails des appels à propositions. Nous publions assez régulièrement des réponses aux questions fréquentes qu'on reçoit. Donc, elles seront publiées aussi sur ce portail. Nathalie a aussi mentionné notre adresse email. Donc, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter concernant les appels à propositions, concernant les conditions générales dont Nathalie vous a parlé tout à l'heure. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site internet où on partage en général tous les derniers événements et les dernières informations. Merci et nous serons ravis de répondre à vos questions. Alors, un grand merci pour votre présentation et un grand merci pour avoir fait l'effort de la faire en français. Je pense que c'est extrêmement important. Donc, je pense qu'on va profiter de votre présence pour vous poser des questions. Je ne sais pas si vous avez d'ores et déjà des questions dans la salle. Merci pour ces informations. J'ai une question. Je suis Despina Mademzoglou de l'Institut Pasteur. J'ai une question sur les évaluations qui sont différentes. Vous avez expliqué entre l'étape 1 et l'étape 2, mais est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations? Par exemple, si les évaluateurs sont plutôt scientifiques ou pour l'exploitation, comment ça se passe en général? Merci. Donc pour l'évaluation, on a un pool d'experts dans lequel on va sélectionner des experts qui sont vraiment spécifiques pour un appel à projet. Donc on va en général faire une recherche par mots-clés avec les mots-clés qui sont dans l'appel à proposition. On va aussi regarder les différentes publications des différents experts et donc on sélectionnera 3 experts plus un rapporteur par proposition. Ce sont des évaluateurs complètement indépendants. Donc on aura un premier pool d'experts pour la première phase et ensuite pour la deuxième phase, l'évaluation sera complètement indépendante de la première phase. Donc on pourra peut-être avoir des propositions excellentes en la première phase. Une fois qu'on aura la proposition complète, vraiment la proposition recommencera au début. Donc l'évaluation pourra être complètement différente d'une phase à l'autre. Donc vraiment les évaluateurs sont indépendants et les 2 phases sont indépendantes. On cible des scientifiques, principalement. Tout le travail d'éligibilité, tout le remplissage les conditions légales seront vérifiées en amont. Donc, l'évaluation ne se fait que sur les aspects scientifiques. Donc, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, sur l'impact et l'excellence pour la première phase, et pour la deuxième phase, sur l'impact, l'excellence et la mise en œuvre.
et les... Si vous permettez juste d'éclaircir un point, parce que vous avez mentionné spécifiquement les obligations d'exploitation supplémentaires. Je voulais juste dire que les clauses, pas seulement les clauses, aussi les livrables obligatoires, on les ajoute en plus de ce que le consortium pourra proposer en ce qui concerne, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans le Horizon Europe, il y a l'obligation d'avoir le fameux plan sur l'exploitation et les communications des résultats. Alors, en plus, additionnellement à ça, on ajoute nos clauses qui sont déjà développées, que vous pouvez les trouver très facilement dans les conditions générales des appels à proposition, de nos appels à proposition. Et aussi, quand le projet va vraiment commencer à créer concrètement les différents modules de travail, là, on va ajouter, si ce n'est pas là déjà, normalement ça doit être là déjà, le plan d'intendance, excusez-moi si je ne le prononce pas correctement, c'est stewardship plan, vous allez le voir dans les conditions générales, et aussi le plan sur l'accès mondial. Alors ça, c'est des livrables qui sont obligatoirement là, et ça concerne des cas, comme je mentionnais, des cas spécifiques d'action directe, ce qui contient évidemment des essais cliniques. Ce n'est pas pour des actions de coordination et de support, c'est plutôt pour les actions qui ont comme sujet de développement clinique, d'études cliniques. Bonjour, merci beaucoup. Gilles Raguin, Fondation IMEA. L'un des points importants pour nous, c'est d'identifier des consortiums avec lesquels on va pouvoir participer aux appels à projets. Et est-ce qu'il existe au niveau européen une interface ou je ne sais pas, un forum, un espace qui permet de savoir en gros quelles sont les entités qui sont intéressées, les collègues qui sont intéressés à monter sur un appel à projet et avec lesquels on pourrait, et qui seraient intéressés éventuellement par des partenaires de telle ou telle catégorie pour tel ou tel sujet. Voilà. Oui, en effet, sur le Funding and Tenders Portal dont on a parlé, sur le Funding and Tenders Portal dont on a parlé tout à l'heure, il y a une section qui s'appelle, je crois, Find Your Partners. Et donc là, toutes les entités intéressées peuvent s'inscrire et avoir accès à toutes les autres entités qui sont intéressées pour justement former les consortiums. C'est comme un style de plateforme en fait. Vous entrez et vous pouvez développer votre réseau. Juste pour aussi éclaircir ce point de consortium, parce que c'est très important, le fait qu'on a besoin de 3, le consortium de 3, les 3 évidemment c'est le minimum. Hein? Les 3 c'est le minimum. Ça ne veut pas dire que si un consortium vient avec 5, on va le rejeter. Je veux dire, les conditions c'est qu'on a 3 minimum, dont un d'État membre ou membre basé sur un État membre associé à l'Horizon Europe et une entité qui se trouve, qui est basée dans l'Afrique subsaharienne, membre dans un État qui est membre de l'association aussi. Peut-être quelque chose que je n'ai pas mentionné aussi, dans beaucoup d'appels à propositions, on encourage vraiment à avoir une coordination avec les autres programmes de santé, notamment avec ce qui est en train d'être fait au niveau de la Commission européenne. Il y a beaucoup d'initiatives Équipe Europe qui sont en train d'être lancées, qui vraiment se focalisent sur l'Afrique. Et il y en a une sur la production des médicaments, il y en a une sur la santé sanitaire, sur la sécurité sanitaire, une sur la santé digitale et une sur le renforcement des instituts de santé publique. Et là, il y a vraiment un énorme champ de partenaires qui participent à ces différentes actions. Nous avons mis les liens sur chaque appel à proposition vers ces actions. Et on ne l'a pas mis ici, mais on pourra vous partager l'adresse de ce département qui gère ces actions. Et ils pourront éventuellement aussi vous mettre en lien avec les différents partenaires qui sont impliqués dans ces actions.
groupe miroir aussi peut être un moyen d'identifier des partenaires. Il peut y avoir une réflexion qui peut être faite au niveau français pour identifier les différents établissements qui veulent se positionner sur les différents appels. Et ensuite, nous, on peut envisager également de faire un travail au sein de l'association EDCTP pour éventuellement transmettre les volontés de monter des consortiums. C'est quelque chose que l'on peut discuter dans le cadre du groupe Miroir. Oui, non, mais du coup, quand se réunit-il le groupe Miroir ? On n'a pas de date, mais effectivement, il faut qu'ils se réunissent rapidement. Assez vite, oui. Voilà. Mais je pense que, sur ces appels-là, vu que c'est quelque chose qui se met en place, je pense qu'il faut qu'on raisonne sur le long terme. Là, ce sont les appels 2024. Il y aura des appels l'année prochaine. Donc, je pense que ça, c'est une réflexion qu'on doit mener pour le long terme. Mais ceci dit, on peut déjà commencer à voir ce qui peut être fait dès aujourd'hui. Oui, il faut parler dans le micro parce que vu qu'on enregistre tout, et voilà, il faut que ça passe par le micro. Alors, je suis Christophe Pons de l'Université catholique de Lyon. On a une expérience de pilotage d'un projet DCTP qui remonte à 2015. Et donc, on revient aujourd'hui parce qu'on est intéressé par un appel à projet. Et je pense qu'on pourrait faire le tour, vu qu'on n'est pas très nombreux aujourd'hui, des uns des autres, savoir qui veut se positionner sur quoi et commencer le réseautage dès aujourd'hui. Et bien sûr, très intéressé par votre proposition de groupe Miroir. Tout à fait. Alors, ce qu'on a prévu tout à l'heure à la pause déjeuner, c'est de vous organiser. En fait, on aura une table pour chaque appel à projet. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez déjeuner avec les personnes qui sont intéressées par le même appel que vous. Mais en tout cas, vous pouvez, si vous êtes déjà intéressé, vous nous avez aussi envoyé les appels à projets qui vous intéressaient par mail. Donc, on vous a demandé de signer en fait sur la feuille d'émargement pour accepter de partager ça avec le reste des participants, parce que vous savez qu'il y a des règles RGPD qui sont contraignantes. Donc, si vous avez signé, en fait, on pourra partager les informations que vous nous avez transmises sur votre intérêt à l'ensemble des participants. Donc ça, je pense que c'est important aussi pour pouvoir travailler ensemble plus efficacement. Bonjour, Nicolas Bertolucci, APHP. J'ai deux questions. La première question sera s'il y a un template pour la première phase à remplir. Et la deuxième question, ce serait par rapport aux appels à projets que vous avez mentionnés. Sur les premiers appels à projets, vous avez détaillé si les lauréats auront 15 millions, etc. Et à partir de médicaments, maladies tropicales négligées, il n'y avait plus cette information. Est-ce que c'est pas encore défini ou c'est pour autre chose ou c'est tout simplement qu'il n'y aura qu'un seul lauréat? Merci. En ce qui concerne les exemplaires que vous pouvez utiliser, vous pouvez trouver et télécharger ça si vous entrez dans le portail de financement de l'Union européenne, Funding and Tenders Portal. Et là, il y a l'exemplaire spécifique, le template, comme on dit, pour remplir pour tant la première phase que la deuxième phase. Alors, c'est vraiment très facile et on utilise le template général, mais c'est lié aussi, si vous cliquez sur le sujet que ça vous intéresse, normalement les documents nécessaires à remplir sont liés au sujet spécifique dans le portail. Et concernant le montant de financement pour chaque proposition, j'étais aussi surprise, mais il y a eu un décalage dans le texte et la dernière ligne a disparu. Donc, désolée pour ça. Donc, pour l'appel sur les VIH, c'est 5,5 millions d'euros. Sur le paludisme, c'est 15 millions d'euros. Sur le troisième, c'est les antibiorésistances, 5 millions d'euros. Le 4,
pardon. Bon, je vais faire dans l'autre sens. Les fellowships, ça sera 300 000 euros. La santé digitale, c'est 5 millions d'euros. Encore une fois, c'est indicatif, c'est environ. Les contrôles de vecteurs, c'est 6 millions d'euros. Et le 4, c'est les maladies négligées. Et là, c'est 6 millions d'euros. Désolée. On aura, oui, ce sera mis à jour. J'élargirai le fond vert. Ok, merci. Aïda Ben Ali Sherif de l'IMEA, une petite question. Est-ce qu'il y a un montant minimum pour pouvoir postuler dans un budget? Comme Lydia a expliqué, le budget est indicatif. Après, vous pouvez aller plus bas, vous pouvez aussi aller plus haut. Ce n'est pas à nous de décider, c'est les experts qui vont dire, c'est sur la base du budget que vous proposez, le projet est faisable dans la manière que vous proposez et les activités que vous proposez. Alors, c'est pour ça, spécifiquement le budget, c'est aussi lu et évalué dans les critères, ce qu'on appelle mise en œuvre de projet, implementation. Okay. Alors, ça doit être sur la base des experts, ça ne doit pas être fictif, ça doit être quelque chose qui correspond en réalité. C'est à vous de voir. D'accord, donc on n'a pas de budget minimum pour pouvoir postuler, répondre à l'appel d'offres. Il faut quand même que la proposition soit capable de convaincre et être évaluée par les experts comme que le budget correspond à ce que vous proposez comme activité. De l'autre côté, normalement, c'est pour ça qu'indicatif, ça veut dire que ça donne, c'est comme une disons, une indication de ce que nous, on considère comme un budget normal pour les activités qu'on aimerait bien voir. Et de mon expérience, le projet joue, la plupart des propositions jouent plus ou moins proches. Ça peut être un peu plus haut, ça peut être un peu plus bas. D'accord. Merci. Mais le budget n'est pas un critère d'exclusion. Donc, il n'y a pas de minimum requis. Oui, bonjour, Angela Saman de l'ANR. J'ai une question pour savoir, par exemple, le programme proposé pour l'antibiorésistance. Est-ce qu'il y a un format européen ou du ministère français pour voir comment cela se connecte avec les partnerships, par exemple One Health, qui tourne autour de l'antibiorésistance, ou bien, par exemple, il y a à l'ANR le programme prioritaire de la recherche, voilà, pour l'antibiorésistance. Donc, est-ce que tout cela peut se connecter et comment on peut informer les chercheurs que cela aussi existe? C'est un travail qu'on essaie de faire à notre niveau, au niveau du secrétariat, d'essayer de faire une cartographie de tous les financements qui seront en cours et la façon dont on développe ces appels à projets. On essaye vraiment de prendre en compte ce qui est en train d'être fait. Nous essayons vraiment de coordonner nos efforts. Donc, j'ai mentionné les initiatives Équipe Europe. Donc ça, on a discuté vraiment avec eux constamment. On essaie de le faire au maximum avec un maximum d'États membres possible. Mais c'est vrai que particulièrement sur les antibiorésistances, il y a énormément de projets qui sont faits. Donc nous serions ravis de partager ces données qu'on a et de recevoir aussi les informations de votre part pour être sûr que justement l'information circule et qu'on essaye d'avoir des synergies de la manière la plus efficace possible. Une question sur les critères d'éligibilité pour être coordinateur dans un consortium, et notamment sur le plan financier. Ça existe, je suppose, et est-ce que vous pourriez éventuellement élaborer un peu là-dessus? Oui, le coordinateur doit être basé sur un État membre, basé sur un pays associé au programme de Horizon Europe ou être basé à l'Afrique du Sud.
est le Scientific Project Leader, le chef de projet du point de vue scientifique, doit obligatoirement être basé dans un pays d'Afrique saharienne, membre de l'association. Il faut avoir ce double rôle dans le cas où le coordinateur n'est pas de l'Afrique du Sud. Si le coordinateur est de l'Afrique du Sud, ça c'est pas obligatoire d'avoir en plus le chef de projet scientifique. Parce que ça c'était décidé pour renforcer la gestion scientifique de projets de partenaires basés en Afrique. Et la différence entre ces deux rôles, c'est le coordinateur, comme vous avez correctement mentionné, c'est plutôt l'entité qui va gérer le projet sur le plan financier et administratif. Par contre, le chef de projet du point de vue scientifique, il va vérifier que les livrables sont correctement livrés et toutes les tâches scientifiques sont correctement exécutées. Alors c'est plutôt la mise en œuvre correcte du point de vue scientifique du projet pour le chef de projet scientifique et tout ce qui concerne l'administration et le financier, la distribution du budget, par exemple, ça c'est classique. C'est classique, ça c'est un rôle de coordinateur sur le plan financier et administratif. Oui, ma question, c'était plus sur les critères d'éligibilité. Par exemple, il y a des bailleurs qui exigent que le coordinateur remplisse un certain nombre de critères en termes de capacités administratives et de capacités financières pour pouvoir assurer la charge de coordinateur, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les partenaires à l'intérieur du consortium. C'est plus sur ces aspects-là ma question. Oui, tout à fait. On applique le même, on vérifie la capacité financière du coordinateur. C'est toujours sur la base du fait que le coordinateur gère le plan scientifique. Ce n'est pas obligatoirement le cas pour la gestion du projet du point de vue scientifique. Alors, pour le coordinateur, on fait, c'est vrai, on fait cette vérification simplement parce que le coordinateur fait toujours, c'est responsable, c'est le point de contact pour nous, on sait tout ce qui concerne la gestion financière. Et par exemple, si un projet soumis fait 10 millions d'euros, est-ce qu'on va vérifier que le coordinateur a, par exemple, dans ces 3 dernières années budgétaires, des capacités supérieures à, je ne sais pas, 5 millions d'euros, 3 millions d'euros, 7 millions d'euros pour pouvoir être coordinateur dans le cadre d'un projet dont le montant total est de 10 millions d'euros? Oui, tout à fait. Ça, c'est des vérifications standards. Oui, mais il n'y a pas de critères. C'est vous qui décidez sur la base des éléments ou est-ce qu'il y a des critères objectifs? C'est le service spécifique de la Commission européenne, on les appelle services de validation, qui doivent faire qui font cette vérification pour nous. Mais ça, c'est vraiment, c'est la même chose. C'est applicable, c'est une règle qui est applicable horizontalement, disons, dans le Horizon Europe. Une question? Je pense que les critères peuvent être trouvés sur le Funding and Tenders Portal. Comme c'est quelque chose d'horizontal, les critères sont décrits là-bas. Oui, sur cette base, c'est vrai que j'ai oublié de mentionner. Vous pouvez trouver tous les critères du point de vue comptable qu'ils appliquent sur le Funding and Tender Portal, bien sûr. Et cette vérification se fait sur les propositions qui ont été sélectionnées. Donc, ces critères-là ne rentrent pas en compte dans l'évaluation des propositions en amont. Juste par rapport à cette question, donc, la vérification se fera au niveau de la phase 1, du coup, avant d'être sélectionné en phase 2? Non, les vérifications sur les capacités financières se font vraiment plus tard. Donc, la phase 1 et la phase 2 ne se focalisent que sur les aspects scientifiques. Et une fois que les propositions sont sélectionnées, il y aura une vérification sur la stabilité financière des coordinateurs.
Juste une petite question. Quelle est la durée minimum et maximum des projets? C'est variable d'un projet à l'autre. En moyenne, les projets, ça dépend aussi des budgets, mais on a des projets entre 24 et 60 mois. Mais chaque appel à projet a ses critères particuliers. L'appel à projet numéro 6 sur les solutions digitales? Je vérifierai et je vous dirai. Si vous êtes seul à table, je viendrai vous donner la parole. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, ce qu'on voulait vous proposer aussi pour faire remonter votre volonté de participer à EDCTP, on vous partagera une fiche qui est déjà sur notre site, sur le site horizoneurope.gouv.fr, sur notre site PCN. En fait, vous avez accès à une fiche qui vous demande en fait quel est votre intérêt pour l'appel à projet, si vous avez déjà un consortium en vue, etc., ce que vous recherchez exactement. Donc, si vous nous envoyez ces fiches-là, ça nous permettra de transmettre en fait ces fiches-là à l'ensemble des autres PCN européens, parce qu'on est dans un réseau de PCN européens. Et justement, on pourra utiliser ces fiches aussi pour, dans le cadre du groupe Miroir, et voir comment aussi on peut les partager via l'Assemblée générale EDCTP, dans laquelle on a à la fois les pays européens, mais également tous les pays d'Afrique subsaharienne qui participent au partenariat. Donc je pense que de cette manière-là, on pourrait mettre en contact plus facilement. Mais c'est en effet quelque chose qu'on doit aborder de manière plus structurelle, parce que c'est une question qui revient assez régulièrement. Donc on va y réfléchir en interne pour voir comment est-ce qu'on peut justement établir peut-être une plateforme digitale qui est en plus de ce qu'on a sur le Funding and Tenders Portal, particulièrement pour EDCTP. Donc c'est peut-être quelque chose aussi qu'on peut discuter avec les différents PCN. Quelque chose de plus ciblé, parce que c'est vrai que la plateforme de Horizon Europe, ça concerne tout le Horizon Europe. Mais voilà, on pourrait y réfléchir pour développer quelque chose qui est plus ciblé. Je pense qu'il y a un vrai besoin. Alors, IHI, donc un autre partenariat dans le domaine de la santé, fait ça, a mis en place une plateforme et ouvre cette plateforme dès qu'il y a des appels à projets qui sont ouverts. Donc peut-être que ça peut être un benchmark à faire. En plus, vous êtes proches, vous avez des bureaux, vous êtes quasiment dans les mêmes bureaux. Donc oui, ça peut être. Je pense que c'est un vrai besoin, pas qu'au niveau français, mais au niveau de tous les pays qui participent au partenariat. Bon, merci beaucoup. Alors, on va donner la parole à Fanny Momboise qui va nous faire un témoignage en fait sur des financements EDCTP et comment ça a aidé. Je te laisse. Comment ça a aidé à monter en capacité au niveau de l'éthique et comment ça a été un levier pour certaines idées. Bon, bonjour à tous. Donc, je remercie les organisateurs de pouvoir présenter un petit peu ce témoignage que j'ai eu avec plusieurs projets EDCTP. Donc, je m'appelle Fanny Momboise, je suis conseillère en éthique de la recherche. Je suis biologiste cellulaire de formation. J'ai fait un master en éthique médicale et bioéthique il y a 5 ans. Et donc, je travaille c'est vraiment sur des projets de coordination. Donc, je travaille au niveau de la cellule éthique de l'Institut Pasteur. Donc,
Donc, juste pour présenter rapidement, on travaille au niveau de l'Institut Pasteur. On est 3 membres permanents et puis d'autres associés. On travaille au niveau de la direction juridique et on a des expertises en philosophie, en droit et en biologie. Et donc, pourquoi en fait on essaie d'aborder des projets au niveau de DCTP, c'est au niveau des coordinations, au niveau des comités d'éthique, parce qu'on a une expérience importante au niveau de l'administration des comités d'éthique. On donne également des conseils et de l'accompagnement aux chercheurs en éthique de la recherche. On produit des outils pédagogiques et on réalise également des formations et des sensibilisations autour de l'éthique de la recherche. Donc pour ceux qui sont peut-être comme vous avez, certains d'entre vous, on travaille avec des comités éthiques ou travaille avec de la recherche clinique. Donc il y a quand même une importance au niveau des comités éthiques, au niveau nationaux de l'éthique de la recherche, c'est quand même des piliers de la protection de la santé et des bien-être des participants. Sur la source ICTPR des projets de recherche clinique, il y a environ actuellement 13 000 essais cliniques en Afrique. Donc, chaque essai clinique doit passer pour une autorisation d'un comité d'éthique. Et on a travaillé avec des collègues en fait, au niveau des comités d'éthique francophones qui ont comparé à des comités d'éthique anglophones en Afrique subsaharienne plusieurs problématiques, avec notamment beaucoup de manque de financement et de manque de ressources. Et une grosse problématique aussi, c'est une barrière de la langue. Beaucoup de formations en éthique de la recherche pour les comités se font en anglais, les congrès également, la littérature, tout est en langue anglaise. Et donc, il y a quand même une petite problématique au niveau des comités qui ont des fois difficile à accès à des ressources. D'où l'intérêt de se former en réseau et de participer à des projets. Il y a également, ça c'est des lois et des réglementations nationales de l'éthique de la recherche qui ne sont pas toujours suffisantes en fonction des pays. Et donc, il y a également aussi certains comités d'éthique ont dû faire face à des apparitions de fréquentes de maladies, une augmentation considérable de l'activité de recherche en peu de temps, et donc une nécessité vraiment de les aider à avoir une capacité à gérer beaucoup plus rapidement ces projets, notamment en termes épidémiques. Donc l'objectif, en fait, quand on fait des capacités, des renforcements de capacités en éthique de la recherche, c'est pour développer une recherche en santé éthique réactive notamment et adaptée aux situations interépidémiques ou épidémiques. Donc, j'ai pu participer à 3 projets financés par EDCTP. Donc, enfin, Afrinet, c'était mes collaboratrices d'avant, qui étaient au niveau, qui avaient débuté en 2018 sur une durée de 3 ans. CIRAFES, ça a été terminé en novembre 2020. Et puis GIRAFES, qui avait été financé, mais il y a eu une problématique au niveau administratif, je vous en parlerai un petit peu, et c'est un des challenges sur lequel on a dû faire face. Donc Afrinet, c'était au niveau de la cellulite, ça avait été initié par Virginie Pirin, l'ancienne responsable, et ça regroupait en fait le Comité national d'éthique de Guinée, de Côte d'Ivoire et du Bénin. Et l'objectif, en fait, c'était de renforcer les capacités de ces 3 comités d'éthique, notamment pour une préparation aux épidémies et une réactivité plus importante et une qualité de l'évaluation éthique plus importante, notamment dans ces contextes-là, avec aussi également des programmes de formation ainsi que des renforcements au niveau de l'éthique au niveau régional. Donc, je vais parler un petit peu plus longuement au niveau de ce projet CIRAFES où j'étais plus activement impliquée. C'était une coordination avec l'Institut Pasteur de Dakar. Et là, ça a regroupé un réseau un peu plus important avec 5 comités nationaux d'éthique, notamment en RDC, en RCA, en Guinée, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et donc là, l'objectivité, un petit peu dans le même esprit, c'est d'assurer également une opérationnalité, une interconnexion et augmenter les capacités en éthique, notamment en contexte épidémique, voir également comment, par exemple, quand vous avez des projets multicentriques, multisites dans multi-pays, comment il peut y avoir une amélioration de l'évaluation éthique sur les comités d'éthique se mettent d'accord sur des points communs pour également améliorer la qualité de l'évaluation et également la réalité de l'évaluation qui est nécessaire en contexte, notamment en contexte épidémique. Donc notre rôle au niveau de l'Institut Pasteur, c'était notamment d'harmoniser les pratiques et les procédures opérationnelles. Donc les procédures SOP, les standards opérationnels procédures, dans les comités d'éthique, en gros, c'est comment fonctionne le comité. Et c'est vraiment des documents ou des primordiaux qui permettent en fait d'expliquer les règles des comités d'éthique,
gérer différents aspects, notamment les conflits d'intérêts, expliquer la typologie des avis, quel est le poids des avis, quel type d'avis, et ça permet vraiment de structurer le fonctionnement des comités d'éthique pour tous les membres et également aussi par rapport à l'extérieur pour voir un petit peu comment fonctionnent les comités. Donc on avait fait un grand questionnaire sur les comités, comment ils fonctionnaient, et on avait fait une analyse d'écart entre les cadres éthiques des pays concernés et les normes internationales. Et l'idée, en fait, c'était de réduire cet écart entre ce qui avait été entre ce qui se passe au niveau local et international. Donc c'était assez intéressant parce qu'on avait dans notre pool de comités éthiques des comités éthiques qui ont des niveaux d'avancement, des niveaux de capacité, de ressources très disparates, notamment le comité du Sénégal qui a qui a traversé beaucoup de projets, qui donne des séminaires, des formations, et d'autres qui avaient beaucoup moins de ressources en RC1 ou RDC. Et donc ça permet aussi d'améliorer globalement en fait les comités au niveau de la région. Et on a organisé notamment des séminaires sur les pratiques d'harmonisation entre les pays au niveau de ces aspects-là. Et essayer aussi d'harmoniser tout ce qui est les documents à soumettre pour les chercheurs, ce qui également simplifie aussi le fonctionnement des équipes de recherche, parce que s'il y a une harmonisation en différents pays, lorsque vous travaillez sur sites multi, ça permet aussi d'accélérer un petit peu les évaluations éthiques et notamment également la qualité des évaluations. On avait aussi en charge de participer à l'interface entre les chercheurs, le public et les comités d'éthique. Ça aussi, c'est pareil, il y a toujours une problématique au niveau des comités d'éthique, c'est la communication entre les chercheurs, les équipes de recherche et les comités d'éthique. Des fois, il y a des choses il y a des problèmes de communication. Les équipes de recherche ne comprennent pas forcément tout ce que demandent les comités d'éthique. Certains protocoles ne sont pas toujours très détaillés sur certains aspects éthiques, alors que sur le terrain, les porteurs de projets vraiment participent à aller dans des pratiques très éthiques. Donc, on essaie d'améliorer on réfléchit comment améliorer cette communication. Donc, on a créé des livres explicatifs, par exemple, pour les chercheurs, pour expliquer comment fonctionne chaque comité, les documents à soumettre, les délais, les typologies des avis, tout ça. On a également travaillé sur une vidéo grand public pour expliquer au grand public également quelle est l'importance des comités éthiques qui n'est pas du tout connue dans le grand public, et l'importance, en fait, ça permet aussi d'assurer aussi une confiance dans la recherche aussi, savoir qu'il y a une entité externe, indépendante, qui évalue les projets de recherche clinique avant d'être sur le terrain. Ça permet de favoriser cette confiance par rapport au grand public. Et on est en train de faire une publication également open access sur les comités. Donc là, juste un petit exemple rapide sur, par exemple, là, c'était le livret d'explication de comment fonctionne le comité d'éthique national en République démocratique du Congo. Donc, on avait expliqué quelle est la création, les missions du comité d'éthique, qui peuvent disparaître en fonction d'un pays à un autre, les modalités de saisine, etc. Donc ça, on l'a fait pour tous les pays du projet. On a également publié cette vidéo qu'on a fait en collaboration avec les comités d'éthique locaux. Ce projet a permis aussi de postuler à un projet GIRAFES qui maintenait les mêmes membres du projet précédent en ajoutant les 5 agences nationales de régulation pharmaceutique. Et là, on avait fonctionné, en fait, c'est comme l'a expliqué précédemment, c'est-à-dire qu'il y avait un coordinateur administratif et financier qui était à l'Institut Pasteur et un project scientific leader qui était au Institut Pasteur de Dakar. Donc l'idée, c'était de renforcer les relations entre les comités d'éthique et les agences de régulation pharmaceutique, notamment pour améliorer la pharmacovigilance et les essais cliniques. Et ça, c'est en collaboration avec l'OMS et la VARES. Bon, il y a eu une petite problématique, notamment, et c'est pour ça que je demandais l'éligibilité des partenaires, c'est-à-dire qu'après un petit moment on a eu une lettre d'adaptation, mais il s'est avéré que deux partenaires n'étaient plus illégibles pour certaines raisons, et donc on n'a pas pu finalement mettre en place ce projet. Ouais. Donc les challenges qu'on a pu voir ensemble, en fait, c'était que des fois, au niveau des plateformes, les démarches sont un peu lourdes et complexes à utiliser quelquefois. Nous, on a la chance d'avoir un grand office qui nous aide et qui nous appuie dans ces démarches. Mais il est vrai que certains partenaires n'ont pas ces ressources-là. Et notamment, c'est assez complexe à appréhender dans un premier temps.
notamment également du fait de la barrière de la langue, parce qu'il y avait donc les communications ne sont pas toujours très, très, très faciles. Il y avait également des problèmes au niveau d'administration des bénéficiaires structurels, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir au niveau de la formation des PIC, des LIR, tous ces contextes. C'est assez complexe, notamment dans des structures qui sont assez hiérarchiques. Nous, on travaille beaucoup avec des gens qui sont ralliés, associés à des ministères. Donc, il y a quand même des fois des démarches administratives qui peuvent être assez longues à obtenir pour nos partenaires. Là, c'était la problématique de la vérification de l'éligibilité. C'est également pour ça que je posais la question. Et puis, alors, c'était intéressant le fait, la création en fait, d'un statut de coordinateur scientifique dans les pays non UE et un coordinateur administratif et financier dans le pays UE. Ça a changé par rapport au call, le DCTP2. Donc, nous, on est arrivé dans un moment où c'était entre deux. Et ça a été un peu compliqué à mettre en place, notamment de devoir expliquer un petit peu les rôles de chacun. Bon, le projet n'a pas finalement pu se faire, mais ça a été un petit peu source au début d'interrogation. Et donc voilà, après avec le temps, je pense que ça pourra se stabiliser, mais ce n'était pas forcément évident de déterminer la différence entre le rôle entre le coordinateur administratif et financier et scientifique. Et puis après, les challenges, ça c'est, vous devez aussi tous, les problématiques aussi de réseau Internet, ça au niveau plus logistique. Il y a quand même eu des impacts positifs, heureusement. Tout ça a permis de créer une plateforme de soumission des projets de recherche. On a amélioré quand même les procédures de fonctionnement des comités d'éthique. Et on a créé ces livrets que je vous ai expliqués. On a fait différentes formations au niveau des membres, notamment les conflits d'intérêts qui sont pas toujours appréhendés. Et là, on a pu faire des webinaires et ajouter aussi dans les procédures standards comment on gère les conflits d'intérêts, notamment au sein des membres des comités d'éthique. Et avec les chercheurs également. On a abordé un séminaire au niveau des problématiques du genre dans l'inclusion des essais cliniques. Et puis, ça a vraiment créé des échanges autour des différents pays et des différentes pratiques de chacun. Et puis, ça a permis aussi de monter en capacité sur l'écriture de demandes de financement. On écrit actuellement des articles scientifiques, donc ça permet aussi. Il y a ça a fait quand même une dynamique de collaboration. Ça a permis... À Freenet, il y a eu déjà des premiers contacts. Après, il y a eu Girafes. Bon, Girafes n'a pas fonctionné, mais là, nous, on va participer dans un autre projet qui est en cours de signature. Donc, ça permet en fait de créer une dynamique quand même assez intéressante. Il y a eu aussi, on continue à échanger. Il y a des partages d'informations. Il y a certains comités d'éthique qui font des formations ou des séminaires comme celui du Sénégal. On a souvent les informations. On a des mailing lists, groupes WhatsApp. Il y a un collaborateur qui a créé également un master en éthique médicale et bioéthique à l'université de Kinshasa et qui nous propose à certains partenaires de faire partie du corps enseignant. Et puis, il y a toujours une recherche de financement également dans d'autres secteurs. Et ça a permis aussi de créer, donc, les 5 comités d'éthique du projet ont créé une association à but non lucratif qui s'appelle le Réseau africain francophone d'éthique en santé, RAFES, dont le siège social, c'est pas vraiment c'est une entité plus pour essayer de créer une dynamique en fait pour rechercher des projets. Ils essayent de mettre en place des réunions mensuelles où on participe aussi comme partenaire. L'idée, c'est vraiment de faire une collaboration entre tous les pays africains francophones au niveau de l'éthique de la recherche pour améliorer cette qualité et l'environnement pour permettre un environnement adéquat de faire de la recherche dans donc tout ce qui est finalement en conclusion, bon, ça c'est plutôt au niveau éthique. Il y a toujours la réflexion autour des enjeux éthiques et c'est souvent, moi j'ai l'expérience aussi avec des comités éthiques en France ou en Belgique et on a souvent les mêmes questionnements en fait, donc c'est vraiment très très intéressant quand on participe à ce type de projet. Il y a eu un renforcement des capacités en matière d'éthique, mais également au niveau des capacités plus larges en fait. Écriture de grands articles, également au niveau administratif. Nous, on est vraiment intervenu comme experts, mais en fait, on améliore aussi notre expertise. Donc, c'est vraiment de la collaboration très, très intéressante pour nos pratiques, les pratiques et les problématiques qu'on peut tous rencontrer en tant que comité éthique ou membre de comité éthique. Après, les difficultés, on a toujours des difficultés à lever des fonds pour cette problématique-là. On aimerait aussi pouvoir voir comment aussi on peut s'intégrer à des projets de recherche clinique où il peut y avoir des volets éthiques, où peut-être les comités aussi peuvent avoir un rôle en tant que partenaire dans la mise en place de chartes de projet. Et la problématique majeure, c'est comment assurer la pérennité de ces projets,
là, un réseau s'est créé, mais il faut essayer de voir comment on peut garder. Typiquement, on avait mis beaucoup d'informations sur le site internet. On essaye de voir comment maintenir ce site internet parce que voilà, il faut quand même un petit peu d'argent, un peu de ressources humaines derrière. Donc c'est ça, comment on réfléchit ensemble à pouvoir pérenniser ce genre de projet et les élargir. Voilà, c'est tout pour. Voilà, je vous remercie si vous avez des questions. Je vois qu'il y a des questions. Merci beaucoup, Fanny. Moi, je voudrais revenir sur l'expérience des CTP et sur 2 points en particulier. Un point qu'on a déjà évoqué, qui est les critères d'éligibilité, parce qu'on voit bien que votre dernier projet a capoté, hein, parce qu'il y a eu des soucis avec sans entrer dans les détails sur les soucis que vous avez eus, ça renforce quand même le sentiment, je m'adresse à nos amis du secrétariat de DCTP, le sentiment que ce serait bien d'avoir, avant d'y aller, avant de partir, parce que c'est énormément de travail que de monter un projet, avant de partir et de monter un projet, d'avoir un minimum de critères qui permettent de ne pas faire d'erreur dans la sélection des partenaires avec lesquels on va travailler. On sait que souvent, quand on monte des projets en Afrique, il y a aussi une valence renforcement des capacités des partenaires et que là, il faut qu'on trouve un juste milieu entre des capacités qui soient effectivement renforçables et des capacités qui ne soient pas renforçables et qui conduisent à un échec prématuré du projet. Ça, c'est ma première question, qui est aussi un commentaire, et ça permet de rebondir sur un point qu'on a déjà évoqué. Et la deuxième question que je voudrais te poser, qui est peut-être plus difficile, c'est qu'au début, tu dis que c'est lourd. Tu as utilisé le qualificatif de lourd de travailler avec la plateforme et peut-être avec le secrétariat, je ne sais pas. Est-ce que tu pourrais revenir un peu là-dessus, nous dire un peu plus précisément ce que tu entends par lourdeur? Alors, peut-être que ce n'est pas exactement lourd, mais la plateforme n'est pas toujours, comment on dit, user-friendly, on dit ça. C'est un petit peu complexe à naviguer autour de la plateforme une fois qu'on a eu le financement, de savoir où c'est qu'on trouve. Voilà, il y a plusieurs onglets, donc en fait, elle n'est pas très, très intuitive. Donc c'est ça la problématique pour comprendre. Nous, on a eu l'appui c'est vrai qu'on a un grand office qui a beaucoup travaillé à ce niveau-là, et j'ai pu du coup être formée sur cette plateforme et essayer de comprendre comment elle fonctionnait, parce qu'elle n'est pas toujours très très intuitive. Et donc voilà, c'était ça la problématique. Après, les autres lourdeurs, c'était plus par rapport à tout ce qui, une fois que les bénéficiaires, ils doivent s'inscrire en tant qu'un PIC, un numéro d'identification. Après, il doit être signé par un responsable, un LIR. Alors, je vais peut-être dire je vais laisser mais voilà. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Dans certains partenaires, ils ne savaient pas à qui s'adresser, à quelle personne au niveau, notamment ceux qui travaillent au niveau des ministères, ne savaient pas qui était le responsable légal. Enfin, c'était ça aussi l'autre, c'est les deux difficultés, enfin, en termes de lourdeur, que je voulais soulever. Juste un commentaire sur ça. Je voulais vous remercier pour votre feedback, parce que pour nous, ça c'est précieux, comme vous pouvez comprendre. Alors, juste pour les 2 points, en ce qui concerne la validation des entités juridiques qui participent, comme on a déjà mentionné, ça se fait via les services de l'Union européenne. Il y a un service qui s'appelle Validation Service, mais notre secrétariat se met aux dispositions de bénéficiaires qui font face à des problèmes logistiques, ou des problèmes de quel document je dois envoyer, quel document je dois envoyer au service de validation. Et on joue ce rôle, si vous voulez, de communication et d'explication entre le bénéficiaire qui font face à ce type de problème avec les services de validation. Et ça, c'est le premier point. Deuxième point, en ce qui concerne la langue, on est très bien au courant que ça peut être évidemment un problème au niveau, pour les partenaires, par exemple, africains, ou même en Europe, ça peut être aussi un problème. Alors, pour cette raison, encore, on peut intervenir, si vous voulez, pour aider et faire le lien entre les bénéficiaires et le service de validation, même si
Je sais qu'il y a des collègues au service de validation qui sont aussi francophones, mais pour nous, en fait, c'est notre travail. On fait ça. Et aussi, chaque fois, personnellement aussi, je répète aux bénéficiaires qui ont ce type de problèmes de validation, n'hésitez pas à nous contacter pour nous expliquer quel est exactement le problème. Comme ça, on peut organiser, on peut intervenir de votre place pour expliquer aussi au service de validation ou vous expliquer mieux ce qu'ils attendent de vous. Voilà. En ce qui concerne, c'était quoi d'autres, j'ai vu que vous avez listé quelques yes. Voilà, voilà, c'est ça que je voulais dire. En ce qui concerne cette relation entre coordinateur sur le plan financier et le chef de projet sur le plan scientifique. Alors là, sur la base de notre texte, de notre grand agreement de convention de subvention, l'article 7 précise exactement quels sont les rôles de coordinateur. De l'autre côté, nos conditions générales listent aussi quelles sont les tâches de chef de projet sur le plan scientifique. Je comprends que ça peut être, en pratique, ça peut peut-être générer des questions pratiques sur la division des tâches, etc. Je considère qu'en tant que conseiller juridique, que ce type si vous voulez, la ligne entre les tâches d'une et de l'autre peuvent être très bien aussi plus être développées dans le consortium agreement. Alors, un bon conseil, à mon avis, ça pourrait être que dans le consortium agreement que vous devez discuter en même temps que la signature de convention de subvention, là, let's say, recommended practice, ça pourrait être que ça, c'est vraiment développé de manière plus, toujours, évidemment, toujours sur la base des règles qui sont dans la... Ça peut pas, le consortium agréé ne peut pas aller à l'encontre de la convention de subvention. Mais je trouve que c'est une bonne pratique dès le début, avant de signer le consortium agréé, de se mettre au clair par rapport à des tâches de l'une et des tâches de l'autre. Si juste peut me permettre de... Nous, c'était vraiment un cas particulier dans le sens où on avait commencé un projet avec l'autre format. Et on passait on avait été accepté pour le deuxième, et là on nous disait vous changez votre manière de fonctionner, et c'est là où c'était peut-être aussi compliqué, c'est-à-dire qu'on et puis il y avait aussi une histoire de positionnement, c'est-à-dire enfin le positionnement était un peu différent, et c'est aussi pour ça que ça a été un peu difficile. On a justement travaillé au niveau du Grand Agreement, on avait fait un work package aussi dédié, le work package en détaillant les listes. Mais c'est peut-être aussi, c'était un cas particulier dans le sens où c'était une collaboration qui continuait, et du coup les règles du jeu changeaient entre qui est coordinateur, qui gère tout ce qui est budget, qui gère tout ce qui est scientifique. Se focaliser seulement sur ces projets. Je voulais dire que j'imagine que pour ceux qui ont déjà participé à des projets, vous êtes déjà au courant que ce consortium agreement, c'est un document qui peut évoluer tout au long du projet. Alors, ça peut être aussi adapté pour servir le besoin de partenaires si ces besoins ont changé pendant le projet. Alors, ce n'est pas written in stone, hein, ça peut aussi évoluer si les rôles ont changé ou les partenaires ont changé, etc. Alors, n'hésitez pas. Et en plus, s'il y a des questions, même si nous, en tant que secrétariat, on ne peut pas réviser le consortium agreement parce qu'on n'est pas partie qui signe. On ne signe pas ce consortium agreement. Mais n'hésitez pas de venir vers vous s'il y a des questions en ce qui concerne les règles, par exemple, la compatibilité des règles dans le consortium agreement par rapport au grand agreement. Merci Vania et merci pour l'invitation. Moi, c'est Marius Kerdouté. Je viens du Bénin, je suis un peu un intrus ici.
Mais je trouve très intéressant cette session en français et je voudrais vous demander si elle sera en ligne, l'enregistrement sera en ligne pour partager le lien avec mes collègues de la sous-région ouest africaine et surtout francophone. Et comme vous l'avez dit, c'est une contrainte importante pour nous de comprendre et de participer au réseau. Alors, j'ai eu la chance de bénéficier d'un projet IDCTP 2, un peu comme vous d'ailleurs, pour le renforcement de capacités en partie en éthique et avec l'intégration d'une agence de régulation pharmaceutique. Et lors de la phase IDCTP 3 dans la transition, j'ai aussi postulé et on recevait régulièrement une information de l'administration nous demandant d'adhérer à l'association. Et comme vous l'avez mentionné, je pense qu'il faut être très attentif à ce critère d'adhésion du pays africain à l'association. Mais si ce n'est pas indiscret, ma question pour Fanny, est-ce que vous pouvez partager avec nous les raisons ayant disqualifié les deux partenaires africains? Ça nous permettrait aussi de mieux remplir ces conditions. Merci. Donc les structures étaient éligibles, mais il y avait certaines entités, enfin une entité où il y avait pas de l'entité elle-même, mais d'autres entités qui avaient une dette par rapport à d'autres projets précédents. Donc voilà, mais c'est pas l'entité avec laquelle on travaillait, ni l'entité au-dessus abritée, c'est une autre structure. Donc mais je peux pas rentrer dans les détails, mais c'était pour ces raisons-là. Mais l'entité à la base pouvait participer, enfin était éligible quoi, à la base. Contentieux avec la Commission européenne et donc ça... C'était pas notre partenaire en fait, c'est une autre structure du pays. Okay. En tout cas, un point important, c'est que effectivement, pour participer à EDCTP, il faut que le pays d'où vient le partenaire soit adhérent en fait à l'association EDCTP. Ça c'est primordial, sinon il peut participer mais ne peut pas être financé. Donc effectivement, c'est un critère très important. Effectivement, et en plus la liste des pays adhérents à EDCTP évolue parce que l'adhésion est ouverte et toujours ouverte. Donc, des nouveaux pays adhèrent au fil de l'eau. Donc, il faut être très attentif. Mais je pense que c'est dans le document, en tout cas dans le programme de travail, vous avez la liste des pays qui sont adhérents à l'association EDCTP. Ce que je voulais dire par rapport à votre expérience de projet, où vous avez plusieurs projets en fait, vous avez soumis plusieurs projets au cours des deux partenariats, des deux derniers partenariats DCTP, ça montre à quel point il est important en fait d'intégrer un projet le plus rapidement possible et comment, une fois qu'on est intégré dans un projet, on est intégré dans un consortium et comment ensuite ça permet d'ouvrir le champ des possibles à la fois vers d'autres appels à projets et puis vers d'autres partenaires, parce qu'en fait on intègre vraiment un réseau. Donc en fait il y a un cercle vertueux à intégrer un projet européen. En fait on rentre dans un réseau, ce qui permet ensuite de mieux participer à tous les projets européens. Donc ça c'est vraiment un point important dans le cadre des projets européens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup Fanny, et merci beaucoup à tout le monde.
On a le déjeuner. Juste avant peut-être, par rapport à votre question sur la présentation. Alors la présentation est enregistrée et elle sera publiée sur le site, donc elle sera en ligne et visible par l'ensemble des personnes qui se connecteront. Donc évidemment, l'objectif ici, c'était de faire une présentation en français qui peut bénéficier bien sûr à la France, mais aussi à tous les pays francophones. Donc ça, c'était un point qui était vraiment important. Donc oui, elle va être publiée très rapidement. Oui, on vous enverra les liens dès que possible. Et concernant les déjeuners, je me pose la question si ce n'est pas juste à l'extérieur. Ah oui, c'est au hall de la Poule. En fait, vous allez voir, il y a des tables juste à l'extérieur. Ce n'est pas pour nous. C'est pour un autre événement. Ça va être, vous tournez à gauche tout droit et vous allez trouver un autre buffet où on pourra discuter. Vous pourrez nous poser cette question. Comme je vous ai dit, vous pouvez retourner ici si vous avez envie de partager, en fait, de discuter un peu plus, ou rester au moment du déjeuner pour parler à tout le monde. On a mis des feuilles sur les tables par rapport aux thématiques, mais après, vous êtes libre. Vous êtes libre aussi de nous poser des questions. Roxane est là pour répondre à des questions aussi au niveau PCN, moi et Virginie. Et merci à tout le monde et tout de suite. Merci à IDCTP3 d'avoir répondu oui en personne. C'est très important pour nous. Merci beaucoup. Merci et bon appétit. Bon appétit. Un petit point, prenez vos affaires, parce qu'on ne ferme pas la salle. En fait, la salle elle va rester ouverte. Prenez vos affaires avec vous. Il y aura de l'espace là-bas.